Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le chef de l'État, Paul Biya, a-t-il encore les moyens d'administrer une thérapie de choc pour calmer la fièvre indépendantiste dans les régions anglophones? Ces lieutenants déployés sur le théâtre de la crise croient en sa stratégie. Pourtant, l'opposition s'agace de ce silence présidentiel assourdissant face à la gravité de la situation. Vous suivrez dans ce journal comment la centralisation du pouvoir décisionnel apparaît alors comme une lame à double tranchant et à l'approche d'une année électorale majeure au Cameroun. La communauté internationale tire la sonnette d'alarme sur les risques élevés de l'instabilité politique liée à la succession du président de la République en 2018. Et en sport football, le champion de la Ligue 1 n'a pas franchi l'étape des huitièmes de finale de la Coupe du Cameroun. Le club Eding FC de la Lekia a été éliminé. On en parle dans la page sport de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cet incendie qui s'est encore déclaré dans un bâtiment public abritant des départements ministériels à Yaoundé. Les flammes ont consumé le cabinet du ministre des Enseignements secondaires. Le bureau de son secrétaire d'État n'a pas été épargné. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. L'origine des flammes serait liée à des mauvais branchements électriques. Le récit des faits avec Joël Essengé et Ike Cyril. Sale temps en perspective pour les usagers du ministère des Enseignements secondaires. Pour cause de fermeture de certains bureaux, dès demain, le travail sera perturbé au MINESEC. Non fonctionnel pendant quelques jours, vous savez, un incident de cette envergure-là, c'est un accident. On va d'abord bloquer l'immeuble ministériel en alimentation électrique et prendre toutes les précautions pour pouvoir remettre le système en marche. Pendant ce temps, on va tout simplement attendre que le MINCAF prenne des mesures beaucoup plus techniques pour nous aider à relancer rapidement le travail. À l'origine de la fermeture annoncée des bureaux, un incendie qui a attaqué le ministère des Enseignements secondaires. Le cabinet du ministre au 9e étage et celui du secrétaire d'État au 8e étage ont été la cible des flammes. Le feu serait parti du 8e étage, dans les gaines qui renferment des conduites électriques. Et elle s'est propagée rapidement au 9e, au 7e, et voire au 6e étage. Vous savez que quand un incendie commence au 9e, c'est difficile pour les gens d'en bas de savoir ce qui se passe. Heureusement, rapidement, ils sont descendus et il ne restait plus dans les meubles que nous qui sommes du service de maintenance et les sapeurs-pompiers et votre collègue de la communication pour que nous puissions au moins se guider. Appelés à la rescousse, les sapeurs-pompiers sont arrivés à temps et ont pu maîtriser les flammes. Au niveau des circulations, les fumées et les gaz chauds qui se sont répandus ont fait fondre tous les câbles électriques qui sont au 8e et au 9e étage. Nous avions 4 bureaux qui sont assis par des fumées. Alors, le confinement de ces bureaux, étant donné que les portes étaient ouvertes et les fenêtres fermées, donnait l'impression que dans ces bureaux-là, il y avait aussi le feu. Difficile pour l'instant d'évaluer l'ampleur des dégâts, mais sur l'origine de l'incendie, l'on évoque la thèse d'un branchement électrique hasardeux et défectueux. Quand nous sommes arrivés sur le lieu, on a trouvé que c'est les box électriques du 9e étage qui ont pris feu, certainement suite à un court-circuit qui doit être lié à la très grande pluie qu'il y avait à ce moment-là. Si l'on évoque la thèse d'un court-circuit au ministère des Enseignements secondaires, l'on se demande également pourquoi seulement le cabinet du ministre et celui du secrétaire d'État. L'on se demande aussi pourquoi seulement maintenant, alors que, de sources généralement bien informées, une mission du contrôle supérieur de l'État est annoncée au MINESEC dans les prochains jours.
Malgré le fort déploiement sécuritaire observé dans la ville de Douala pour dissuader samedi dernier l'opposition de tenir son meeting interdit, des militants du SDF et du mouvement Stand Up for Cameroun sont descendus dans les rues de Douala pour dénoncer cette violation des libertés de manifestation et déplorer la mauvaise gestion de la crise anglophone. Un acteur majeur de ce meeting a été arrêté et assigné à résidence contre son gré. Le député Jean-Michel Nietzsche raconte ses déboires dans ce reportage de François Dikoumé et Donald Anouzwa. L'honorable Jean-Michel Nietzsche, président régional du Social Democratic Front du Littoral, est loin d'oublier la journée du samedi 21 octobre. Les forces du maintien de l'ordre ont tenté de lui faire... Bien entendu, à un moment donné, ils m'ont dit, voilà, si vous ne voulez pas monter dans votre voiture pour qu'on vous accompagne, on sera obligé de, n'est-ce pas, d'utiliser la force. J'ai dit, bon, d'accord, utiliser la force parce que je n'ai aucune intention de bouger. Un observateur, le meeting interdit s'est transformé en marche à pied obligatoire pour les populations de la capitale économique. Nous nous excusons pour la qualité de cet élément. Face à la gravité de la situation sociopolitique dans les régions anglophones, vous l'avez vu, ministre de la République, militant du RDPC, fondent tous les espoirs en Paul Biya. Après un mois passé hors du pays, le retour du chef de l'État a suscité un ouf de soulagement chez ses lieutenants. Pourtant, sa stratégie de sortie de crise est encore méconnue du grand public, mais cette théâtralisation de la scène politique laisse apparaître une fois de plus une forte centralisation du pouvoir de décision au sommet de l'État, à Yaoundé. Analyse avec Gizogo. Le retour de Paul Biya et de son épouse Chantal Biya au Cameroun, après 5 semaines d'absence, a donné à voir quelques images piquantes, voire pittoresques, loin du musellement de l'opposition à Douala. D'abord à l'aéroport où les personnalités chargées habituellement d'accueillir le couple présidentiel dissimulaient mal leur joie de voir revenir au pays le chef de l'État, que nombre d'informations issues des rangs des activistes donnaient pour malade, sinon en fuite à Genève en Suisse. Ensuite, plus loin, à l'entrée du palais présidentiel, les chefs traditionnels du Sud, auxquels se sont mêlés quelques ministres, sont venus bruyamment saluer le retour au pays de leur champion, le Nomgui. Dans les deux cas de figure, c'est une peur bleue qui semble désormais étreindre les proches du chef de l'État de le voir quitter l'arène politique subitement, les laissant orphelins. Et Paul Biya paraît jouer à fond de cet avantage, lui qui régulièrement, comme dans une fin de partie dans un roman d'Agatha Christie, quitte la scène sans savoir où il va, ni quand il reviendra, ce qui le rend, aux yeux des siens, absolument indispensable. Vous ne le savez peut-être pas, mais selon la célèbre agence de notation financière américaine Standard & Poor's, la principale menace sur l'économie camerounaise est le risque élevé d'instabilité politique lié à la succession du président de la République en 2018, une année électorale majeure au Cameroun, et cette situation inquiète également la communauté internationale. Des diplomates allemands insistent sur la transparence dans le processus électoral pour garantir la stabilité du Cameroun en 2018, année électorale au Cameroun. Quant à l'ambassadeur de France au Cameroun, il évoque le rôle que doit jouer la presse durant cette année importante, 2018, année électorale, année de l'élection présidentielle, selon un calendrier d'ores et déjà établi. Des précisions avec Mitterrand Dame et Sylvestre Zangao. À l'approche de l'année 2018, le débat sur les échéances électorales anime de plus en plus la scène politique au Cameroun. Dans certaines chancelleries aussi, l'on souhaite au sortir de ces élections, la présidentielle notamment, que le Cameroun reste un pays stable. Pour cela, Von Dieter Stell, l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun, affirme que c'est possible
tant que la transparence gouverne l'ensemble du processus électoral. Moi, je dois dire, alors, pour nous comme amis, les élections doivent toujours mener à une stabilité après. Les travaux préparatoires doivent se dérouler dans un contexte de paix, bien transparent, certainement, et les élections elles-mêmes également, afin que le résultat soit accepté par la population. Et ça, c'est souvent en Afrique un problème. Après, le véritable combat commence après les élections. C'est dommage. Le résultat concret, c'est aux Camerounais de décider. Pour sa part, Gilles Thibault, l'ambassadeur de France au Cameroun, se limite au rôle que la presse doit jouer en pareille circonstance. 2018, année électorale, en France, on était dans une année électorale en 2017. Vous allez être pleinement dans l'exercice des responsabilités. Il va falloir aller au fond des choses, présenter une information juste, mesurée, pesée, et présenter les différents candidats, respecter les temps de parole et aider les citoyens au moment venu à faire des choix. En 2018, les Camerounais seront appelés à aller aux urnes pour voter le président de la République, les députés, les sénateurs et les maires, selon ce qui est prévu. Dans le reste de l'actualité, les Nations Unies ouvrent ses portes pour partager avec les Camerounais ses missions et actions menées pour le développement du pays. La représentante résidente des Nations Unies au Cameroun a exposé sur ce sujet dans les amphithéâtres de l'Université de Yaoundé 1. C'est dans la perspective de la célébration de la journée des Nations Unies prévue demain mardi. Je vous propose d'écouter à présent les explications de l'ambassadrice, la représentante résidente des Nations Unies au Cameroun, qui évoque la contribution des Nations Unies pour le développement socio-économique et politique du Cameroun. Et donc on avait invité le grand public de nous rendre visite avec des stands où on va partager les informations sur les actions qui ont été menées par les acteurs qui interviennent dans l'humanitaire, mais aussi dans le développement au Cameroun. Le thème est vraiment lié au thème des objectifs durables du développement, donc c'est la grande agenda sur laquelle on est en partenariat avec le gouvernement du Cameroun, et c'est vraiment comment atteindre un développement durable qui inclut la paix et la sécurité, la dignité pour tout le peuple du Cameroun. Donc les ODD, c'est un agenda global qui vise entre autres à la paix et prospérité. Et donc le travail qui est fait avec le gouvernement du Cameroun, c'est prioriser, identifier quelles sont les priorités pour le Cameroun. Et donc c'est un travail qui a été déjà fait avec l'identification des cibles concrètes. Et aujourd'hui, il y a une tournée dans toutes les régions pour en discuter à niveau régional et voir quels sont les soucis dans chaque région. Et donc c'est contextualiser cet agenda. Encore 5 mois de calvaire pour les populations confrontées aux montagnes d'ordures ménagères dans les principaux carrefours de la ville de Yaoundé. Certes, l'entreprise en charge de l'hygiène et de la salubrité annonce le renforcement de son parc automobile, son renouvellement également, mais cela demeure insuffisant au regard du ramassage qui s'effectue à un rythme lent selon les populations exaspérées par cette situation. Reportage Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Lorsqu'on s'autorise une petite balade dans la ville de Yaoundé, force est de constater que dans de nombreux quartiers, les ordures ménagères et autres déchets dictent leurs lois aux populations. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Si l'on peut noter qu'il y a eu une légère amélioration ces dernières semaines, l'on est malheureusement bien loin de l'époque où les rues, marchés et autres artères de la ville aux 7 collines scintillaient de beauté et de propreté. Aujourd'hui, et malgré les efforts qui sont faits, les tas d'immondices se multiplient aux grandes dames des populations qui ne savent à quel sein se vouer. Ça nous gêne énormément parce que les odeurs nauséabondes nous empêchent d'être à l'aise. Bon, on n'est même pas à l'abri des maladies. Vous avez vu comment j'ai eu la peine pour atteindre le bac à ordures pour vider. Je n'ai pas voulu faire comme les autres en déposant sur la rue. Toute la route est occupée par les ordures. Ça fait comme si Isakam ne faisait plus son travail. Un triste épisode qui, à en croire les responsables d'Isakam,
relèvera bientôt du passé. Les services ont connu quelques perturbations. Il y a deux faits. Le premier, c'est les difficultés de paiement. Je ne suis pas seul à le dire, même les autorités l'ont reconnu. Et le deuxième, c'est que nous attendions à fin 2016 les camions, mais l'étude de mise en place a été longue. En accusant le paiement irrégulier des prestations, dont le corollaire est le vieillissement du matériel roulant, le directeur général de cette entreprise annonce l'acquisition en cours de plus de 200 camions et engins de propriété. Si ces camions étaient arrivés, on n'aurait pas connu ces soubresauts. Les camions vont être là, ça va être un triste souvenir pour plus de 10 ans. Si le matériel est neuf, si nous n'avons plus à dépenser énormément pour l'entretien des camions vétustes, on peut remettre de l'ordre. À terme, Yaoundé et d'autres villes du Cameroun devraient retrouver leur éclat d'antan. En attendant, un peu de civisme s'impose de la part des populations et surtout beaucoup de patience. La collecte des ordures et autres déchets ne va certes pas s'arrêter, mais elle se fera encore pendant quelques mois à un rythme lent, avec pour conséquence la présence prolongée des immondices à divers endroits. Un chiffre qui fait froid au dos. 70% des personnes atteintes des hépatites virales ignorent leur statut de malade. Pourtant, lorsque la maladie est dépistée à temps, le concerné peut être soigné rapidement, selon des experts qui invitent les Camerounais à se faire dépister en ce qui concerne les hépatites virales. Warren Zede et Flavien Dongo. Les hépatites virales, classées parmi les maladies infectieuses, évoluent à bas bruit et ne présentent aucun signe apparent. Quand on fait une hépatite B ou une hépatite C, au départ, il n'y a pas de symptômes chez 70% des malades, ce qui fait que ceux-là vont évoluer peut-être vers la cirrhose sans le savoir. Au Cameroun, ces maladies que l'on qualifie de tueurs silencieux touchent une bonne tranche de la population, notamment adultes. L'hépatite virale se survient surtout chez les patients de plus de 40 ans. Là, on retrouve moins de co-infections VIH-VHC que de co-infections VIH-VHB. C'est vrai que la co-infection hépatite virale et VIH est quand même assez élevée en Afrique. Parfois, dans certaines régions, ça varie entre 10 et 30%. Des médecins spécialistes expliquent que les hépatites virales évoluent en doses. Les victimes sont parmi nous, mais toutes ignorantes. La prévalence reste donc inquiétante. Des hépatites au Cameroun, c'est toujours un petit peu pareil, disons entre 10 et 12%, et pour l'hépatite C, c'était 14%. La prise en charge des hépatites virales est possible au Cameroun, sauf qu'il faut assez de moyens financiers pour résister, malgré des efforts des pouvoirs publics effectués dans la réduction des coûts. Au niveau des traitements, les nouveautés, c'est le nouveau traitement de l'hépatite C, qui est un traitement qui va guérir les malades. Ce n'est pas encore suffisamment réduit, puisque c'est encore entre 800 000 et 1 million. Mais je vous signale qu'en Europe, ce même traitement coûte 40 millions, donc c'est déjà pas mal. On ne met sous traitement que les malades qui sont exposés à un risque de cirrhose. Tant qu'ils sont simplement porteurs, on les surveille simplement. Les hépatites virales sont évitables, et pour ceux qui en souffrent, il est possible de sortir de la zone rouge de la C et non de la B. On guérit de l'hépatite C et on contrôle l'hépatite B. Cela s'apparente à un abus d'autorité contre un journaliste correspondant d'Equinox Télévision dans le Honkam. Une autorité judiciaire a confisqué la caméra du reporter en pleine couverture d'un fait divers survenu sur la voie publique sans aucune explication. Son outil de travail n'a pas été restitué depuis plusieurs mois, une violation des droits des journalistes dans le Honkam. Des précisions avec Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. En fonction au tribunal de grande instance du Honkam il y a quelques mois, sa dangerosité en abus de pouvoir et d'autorité fait couler beaucoup d'encre dans la ville de Bafang. Yannick Abba Oyono, c'est ce procureur de la République en image. Il a confisqué le matériel de travail du correspondant d'Equinox Télévision dans le département du Honkam. Le seul délit du reporter, aux yeux de ce bourreau déclaré de la presse, c'est d'avoir fait son travail, filmer un fait divers sur la voie publique, comme on en voit tous les jours. Ma hiérarchie a demandé qu'on ne doit pas faire les images. C'est pour cette raison que j'ai saisi ta caméra. Je dis que mais pourquoi donc saisir? Il fallait donc me dire de ne pas faire les images. Il me dit, j'ai fait la main comme ça. Je dis, monsieur le procureur, si vous avez balancé la main comme ça, c'est que je n'ai pas vu, vous m'excusez. Vraiment, s'il faut même détruire l'image, je la détruis tout de suite.
Il m'a dit retrouve-moi au parquet. C'est comme ça qu'au parquet, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais entré en possession de la caméra. À l'entendement de ce procureur de la République, le reporter devrait avoir eu autorisation spéciale conjointe du ministre de la Justice et du président du Conseil supérieur de la magistrature pour filmer des images secret défense n'ayant jamais été vues sur une chaîne de télévision au Cameroun, à savoir la mort subite d'un homme sur la chaussée. Et de ce fait, la caméra du reporter purge une peine indéterminée depuis août 2017. J'ai attendu dans le secrétariat pendant près de 2 heures. Après ces 2 heures de temps, quand le procureur est sorti, il ne m'a pas reçu. Il m'a demandé d'informer ma hiérarchie. Aussitôt, j'ai fait. Exigeant donc la présence d'un responsable de Radio Equinox Télévision pour lui signifier le crime grave de ce reporter avant toute levée d'écrou pour la caméra incriminée. Une fois Bafang, le procureur Abba Oyono nous manifeste d'en haut tout son mépris pour la presse. Ce qui est quand même marrant dans cette affaire, c'est que lorsqu'il sort de son bureau, il voit 2 personnes assises dans son bureau. Il demande au secrétaire qui encombre mon secrétariat. Je ne comprends pas ce genre d'attitude. On croyait qu'il allait pour revenir. De 12h30 à 16h, nous ne l'avons plus revu. Et de retour à Bafoussam, nous saisissons le procureur général près la cour d'appel de l'Ouest aux fins d'intervention. Mais jusqu'ici, la requête somnole sur un bureau depuis des semaines. Depuis le 24 août donc, Andinganyou a fait le tour des autorités pour plaider la cause de sa caméra. Mais hélas, le temps de la justice n'étant donc nullement celui de la presse, la corporation s'y mêle pour comprendre les transgressions graves de la loi commises par le reporter. Monsieur, faut-il le préciser, qui est sorti d'une voiture, qui est tombé et qui en est mort, qui nous démontre que c'est dans un cadre privé et que ce reporter-là n'avait pas le droit de filmer ça comme fait de société pour questionner cette mort-là, qui, au demeurant, reste quand même suspecte. Si jusqu'aux journalistes, on doit se retrouver à être victime de ce genre d'attitude rétrograde, c'est une preuve de ce que notre justice a beaucoup de questions à se poser. La coordination ouest du syndicat national des journalistes du Cameroun dénonce cette dérive autoritaire abusive et flagrante sur la liberté de la presse par un homme de loi, mieux encore, tout un procureur de la République. Il faut condamner avec la dernière énergie l'attitude, l'abus de ce procureur délinquant. Parce que le fait qu'il arrache cette caméra ne repose sur aucune procédure légale. On a le sentiment que chaque responsable administratif dans la région de l'Ouest, notamment où je travaille, s'estime être un censeur du journalisme. Ça ne se passe pas comme ça. Mise en chômage technique forcé par Yannick Abba Oyono, procureur de la République devenu patron de médias. Andinganyou se ronge les pouces à longueur de journée, comptabilisant désespérément les manques à gagner et les dommages causés à la chaîne du peuple. Il prend le 24 août, la veille de la rentrée scolaire, avec toutes les activités, c'est-à-dire les championnats de vacances, les publics reportages pour les établissements scolaires qu'on avait proposé. Rien n'a été fait. Dans un pays dit de droit et de liberté, où un procureur de la République peut faire la pluie et le beau temps, sans peur d'être inquiété par qui que ce soit, le pauvre Andinganyou, sans parapluie ni godasse, compte désormais sur la justice de Dieu pour voir un jour sa caméra jugée. S'estimant heureux d'avoir été épargné d'une détention abusive, à la bonne volonté du procureur de la République Yannick Abba Oyono, le reporter d'images passe des nuits blanches à réfléchir sur le sort de sa caméra, prisonnière à la merci des dommages de l'humidité des cellules du parquet de Bafang. Ce détenu particulier sera-t-il au bout du compte purement et simplement relaxé un de ces 4 matins au bon vouloir du procureur Yannick Abba Oyono, ou alors condamné à perpétuité pour sa culpabilité établie d'avoir filmé un cadavre sur la voie publique? Ne cesse de s'interroger Andinganyou, le correspondant d'Equinox Télévision, dans le Ronkam. Dans l'escale internationale, une fois de retour dans son pays, Guillaume Soro annonce déjà une rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Le président de l'Assemblée nationale estime qu'il n'y a pas un climat froid entre les deux hommes. Cependant, au regard des arrestations survenues dans le camp Soro, d'aucuns se posent des questions sur les batailles souterraines pour la succession à la tête de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, c'est une chasse aux sorcières qui est lancée au Togo. Le round-up de l'actualité internationale sur le continent africain, c'est avec Kediara et Eric Ouattat.
Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, est de retour dans son pays. C'est dimanche soir que l'avion qui le transportait a atterri sur le tarmac de l'aéroport d'Abidjan. Il s'exprimera face à la presse, attestant que ses relations avec le président Ouattara sont bonnes et qu'il ira dans les jours à venir le rencontrer pour une séance de travail. Interrogé sur l'arrestation le 9 octobre dernier de Souleymane Camara Tekone, son chef de protocole, inculpé pour complot contre l'État dans une affaire de cache d'armes, il attestera faire confiance en la justice de son pays. Pour mémoire, cela faisait plus de 2 mois déjà que Guillaume Soro était hors de son pays pour visite de travail. Les rumeurs de sa brouille avec le président Alassane Ouattara défraient la chronique depuis septembre et avaient été amplifiées par l'arrestation de son chef de protocole après la découverte en mai d'une cache d'armes dans la résidence de ce dernier à Boaké. Pendant ce temps au Togo, la ville de Sokodé est une ville fantôme. Une partie des riverains a quitté son domicile pour se réfugier dans la brousse par peur de représailles des militaires. Et même dans leur fuite, les gens sont pourchassés. Les forces de défense déployées sur le terrain repriment son management. Elles violent les domiciles et violentent les citoyens. À Lomé, la situation serait plus calme. Mais 16 manifestants ont été condamnés samedi dernier pour trouble à l'ordre public. Une délégation de la Commission interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui séjourne au Togo sera en séance de travail avec les députés issus de l'opposition pour évoquer la crise sociopolitique en cours. Parlons à présent du football. Le champion de la Ligue 1 au Cameroun n'a pas franchi l'étape des 8e de finale de la Coupe du Cameroun. L'échec et l'élimination de Edingsport de la Lequier a surpris tout le monde. Autre surprise, c'est l'élimination de FC de Banjul, Future FC de Banjul face à Victoria United de Limbe. Le point sur les 8e de finale de la Coupe du Cameroun avec Emos Swanga et Hervé Kemnier. Parmi les clubs en quête d'exploit qui ont gagné leur pari, on peut citer DAC 2000. L'ancien pensionnaire du champion des Tours a le mérite d'avoir signé l'une des meilleures performances de ces 8e de finale de la Coupe du Cameroun en éjectant Edingsport de la Lequier, le champion de Ligue 1 de la Coupe du Cameroun. « 5 contre 4 après tir au but. Dans ces incertitudes de Dame Coupe, Edingsport de la Lequier n'a pas pu éviter le piège de DAC 2000 à Bafan. Quelques mètres en arrière. Menez l'avant. Autre exploit, c'est celui de Victoria United, alias Opopo, qui a créé la sensation en barrant la voie des quarts de finale de la Coupe du Cameroun à Future FC du Côte de Banjul. Une qualification avec panache du champion sortant D2 de la région du Sud-Ouest sur le score de 2-0. Victoria United s'est mis au diapason de Future FC du Côte de Banjul. En revanche, Lyon Sport Academy de Bamenda n'a pas tremblé devant Saint-Peters de Limbiche lors des D2 de la région du Sud-Ouest. Malgré la pugnacité des joueurs de Saint-Peters de Limbe, Lyon Sport Academy de Bamenda arrache sa qualification pour les quarts de finale sur le score de 2-0. Plusieurs matchs sont dénoués au tir au but. FC Yaoundé 2 fait la loi contre Bonabri FC 4 contre 2 après tir au but. Racine Bafoussam déjoue Stade de Banjul 5 contre 4 après tir au but. UMS de Loum réussit le passage face aux Astres de Douala 8 contre 7 après tir au but. Les 7 premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Cameroun sont connus en attendant le verdict de l'affaire Lyon-BC de Foutouniche, Bamboutos de Bouddha. L'analyse détaillée des performances des clubs de football camerounais à ces 8e de finale, c'est à suivre dans l'émission 100% foot, juste après ce journal, l'émission présentée par Étienne Pascal Azégué. Un public reportage dans ce journal, le syndicat autonome des travailleurs des plantations a évalué les conditions de travail de ses membres dans les exploitations agro-industrielles du Mungo. Reportage. Les membres du syndicat autonome des travailleurs des plantations bananières du Mungo, Siatrap BM,
se sont réunis à Loum dans le cadre de leur deuxième Assemblée générale ordinaire ce 7 octobre 2017. Les travaux auxquels ont pris part un peu plus de 300 délégués des 21 sections du SIATRAP BM étaient présidés par Sylvain Ninche, délégué départemental du travail et de la sécurité sociale du Mungo. Ils ont connu la présence des présidents et représentants des organisations syndicales. Les SIATRAPiens ont échangé sur leurs conditions de vie et de travail, sur le bilan des activités administratives et financières. Cet accroissement est passé de 1515 membres en 2012 à 2315 membres en 2017. Les membres du SIATRAP BM ont convenu de ce que le triptyque formation, éducation, défense doit gagner en ampleur dans sa mise en implémentation. Pour ce faire, les membres du SIATRAP BM ont arrêté des résolutions dont l'assainissement de la gestion des fonds, le renforcement de la communication, etc. L'autre point majeur de cette Assemblée générale ordinaire du SIATRAP BM aura été le renouvellement des membres du bureau exécutif. Au terme d'un processus électoral fort disputé, le nouveau bureau exécutif conduit par Oscar Ngome et Boulet a été mis sur pied. Les remerciements vont à l'endroit des présidents et des présidentes des sections syndicales. Pendant 5 ans, ce bureau aura la charge d'implémenter les résolutions arrêtées et veillera à ce que les SIATRAPiens soient fiers de leur syndicat. D'où la satisfaction du patron du travail et de la sécurité sociale pour le Mungo. Ce que je recommande à la nouvelle équipe, c'est effectivement de porter au niveau de la direction générale les préoccupations des ouvriers. Donc c'est aussi en ça que j'interpelle cette nouvelle équipe de former les délégués du personnel pour pouvoir être en même de bien négocier lors des échanges avec la direction générale. Des recommandations que le président du SIATRAP BM prend à son compte et s'engage à mettre en œuvre. Nous allons changer. Vous voyez, depuis quelque temps, le syndicalisme a un peu dévié de son itinéraire. Nous sommes passés d'un syndicalisme normal à un syndicalisme politique. Et il faut qu'on change cette habitude et que nous revenions aux fondamentaux du syndicalisme qui consiste à mettre en place des valeurs éducatives, des valeurs de formation afin que nous ayons des camarades dignes, capables de se défendre et de nous permettre de leur défendre facilement. Ce qui fait espérer aux SIATRAPiens des lendemains encore meilleurs. On est en train, n'est-ce pas, de tendre vers ce qu'on aurait imaginé. Bien entendu qu'en formant plusieurs commissions et puis des conseillers, on doit parvenir, n'est-ce pas, à mettre la satisfaction, n'est-ce pas, aux zéniths. Depuis que le SIATRAP BM a pris de l'ampleur dans la société, tout a changé. Il y a la transparence, il y a le dialogue entre les ouvriers et le patron. Parce qu'avant, tu ne pouvais pas venir le matin, tu dis bonjour à un chef. Il te traite comme un animal. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.